Donc ton objectif premier, c'était C'était la mort. en quelques minutes gagner autant d'argent. Qu'est-ce que tu ressentais? Comment je peux m'excuser après avoir braqué 11 banques? J'ai pas braqué une banque, j'en ai braqué 11. Qu'est-ce que toi tu penses de la dépression? Est-ce qu'il faut démocratiser le fait de parler justement de sa dépression? La dépression, pour moi, c'est une maladie. C'est pas un jeu. Parce que être enfermé en prison, je le souhaite à personne. Parce qu'on n'existe plus, on n'a plus une identité, on n'a plus rien. On devient juste un numéro d'écran. On n'a plus d'humanité, on n'a plus rien du tout. Là où moi j'ai pété un pont sur un divorce, pas que tu l'auras peut-être pris avec le sourire, j'ai voulu en finir parce que j'ai accepté un divorce. Je ne me suis pas battu pour retenir la personne. Mais j'ai trouvé personne à qui parler. Alors je suis tombé dans ma dépression et je suis parti en guerre contre moi-même parce que j'avais envie de mourir. Il n'y avait pas à la fois du gain, il n'y avait rien du tout. Je cherchais juste à mourir. Ils m'ont mis l'arme sur mon portable en me disant au lieu d'ouvrir ta gueule, montre-nous ce que tu es capable de faire. J'ai pris l'arme, je suis sorti de la voiture. Il y avait une banque juste en face. Je suis rentré au bout de 15 minutes, je suis ressorti, je l'ai bloqué. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir pendant ton enfance de les appeler monsieur et madame et pas papa et maman? C'est arrivé en France où ma grand-mère me dit tiens, c'est ton père, ça c'est ta mère. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour assimiler ces nouveaux mots qu'on venait de me dire. Oui, c'est ton père, c'est ta mère. Ça collait pas trop entre ma mère et moi. Je sentais pas cet amour. C'est lorsque tu ne supportais plus que ton père frappe ta mère et que tu prennes un couteau justement pour essayer de la défendre. Depuis l'âge de 11 ans, c'est-à-dire me prendre, me ramener voir ses pendant que le gars il est en train de moi je suis assis dans un canapé à l'heure où un gamin est censé être sur un banc d'école, j'ai pas supporté. Le couteau il était à côté de moi, j'ai pris le couteau avec un élan d'orgueil. Je suis arrivé avec ce couteau, je l'ai mis à travers la gorge. Tito, Oui Maro, ça va? ça va très bien. Enchanté de te rencontrer et surtout, merci pour l'acceptation de cette interview, je suis honoré. Mais le plaisir il est pour moi parce que la façon dont tu avais insisté pour qu'on soit l'un face à l'autre, on n'a pas autant insisté pour le pouvoir m'avoir. Et j'en suis très ravi. Eh ben, c'est avec plaisir. Merci d'être Merci à toi. Merci. Tito, on se voit à l'occasion de la sortie de ton livre, Pierre Tito Bernardin, Confession d'un braqueur suicidaire. C'est mon second. Ton second livre, ouais, exactement. Second livre. Ton second livre. Alors, Voilà. quand tu me l'as donné, parce que tu me l'as donné en personne et j'ai été très honoré, je l'ai dévoré en quelques jours. Parce qu'en fait, la frontière entre l'irréel, donc le roman un peu fictif, et la réalité est très très fine dans cet ouvrage. Et tu es dedans comme dans une série en fait. Donc, est-ce que c'était une volonté de ta part d'avoir un peu ce storytelling ou pas du tout? Non, ce livre, j'ai voulu l'écrire en fonction du ressenti dans lequel j'étais au moment où j'étais pas bien. J'ai pas voulu tricher, j'ai pas voulu édulcorer, j'ai voulu l'écrire avec la senteur, avec la sueur de mon ressenti du moment. C'est-à-dire, je voulais mettre tout ce qu'il y avait dedans sans fréouture, sans rien du tout. C'est aller droit au but et ne pas chercher à colorer, à imager. Je voulais vraiment amener les gens dans l'univers où j'étais quand j'étais pas bien. Ok. En tout cas, c'est ce qu'on ressent dans cet ouvrage et j'ai été très honoré de le lire avant un peu tout le monde, je crois. Donc c'est super cool. Moi, je suis ravi. Tout en sachant que le livre, il a fallu que je le refasse 3 fois de suite. Ok. Parce que l'AFP ne le voulait pas, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je l'ai écrit avec mon ressenti, avec la mentale dans laquelle j'étais. Il y avait des mots assez crus, il y avait les termes en elles-mêmes, elles n'étaient pas adéquates pour des gamins de 10-12 ans. Et moi, je voulais que ce livre puisse arriver sur un banc d'école. Ok. Il a fallu que je change. Ok. Parce qu'il y avait vraiment Trop de l'impact de ce que j'étais. Ok, super. Donc je rappelle le livre Confession d'un braqueur suicidaire, Pierre Tito Bernardin. Donc Tito, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas tout simplement? Je suis Tito, c'est un petit taquin. Ça vient de mon prénom de naissance qui était Joselito. Ok. Joselito, les gens ils avaient du mal à m'appeler comme ça, soit c'était trop long, ou soit c'était pas prononciable pour eux. Et comme je suis pas très grand, ils ont mis Tito. Ok. Tout simplement. Et c'est resté. Et le Pierre, pour avoir les papiers français quand je suis arrivé en France, je suis pas né ici, je suis né en Haïti. Quand je suis arrivé à l'âge de 4-5 ans pour avoir les papiers français, il me fallait prouver un nom bien français, franciser mon prénom. Joselito, ils n'en voulaient pas. Et le premier prénom qui m'est venu à l'esprit, c'était Pierre. On va revenir de manière chronologique sur ton livre. Le début m'a énormément marqué. Donc tu évoques une relation un peu
conflictuelle avec ton papa et une relation particulière avec ta maman. La première chose qui m'a marqué, c'est que je les appelais monsieur et madame. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir pendant ton enfance et peut-être même encore aujourd'hui de les appeler monsieur et madame et pas papa et maman? Ça, je peux pas mettre un nom dessus par rapport au fait que j'étais très jeune. J'étais très jeune au moment où je les ai rencontrés, où je les ai connus. Je sais juste que eux, ils sont partis, ils ont dû quitter le territoire haïtien et arriver en France. Et ils m'ont laissé dans les mains de ma grand-mère. Ce qui veut dire j'ai grandi avec cette femme, avec cette grand-mère, que pour moi, aujourd'hui, je sais que c'est pas ma grand-mère, c'est elle, ma mère. C'est elle, elle m'a pas donné le sein, mais c'est elle qui a fait en sorte que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et du jour au lendemain, subitement, on te prend d'un point, on te ramène à un autre point, on t'enlève toutes tes habitudes, tous tes repères, où toi tu te dis que ton père c'est ton oncle. Parce que c'est vrai que mes propres parents, j'ai pas ce souvenir, parce que je me souviens que j'étais trop petit, ce souvenir de dire oui, je sais qui était mon père, qui était ma mère. Moi, qui était ma mère, c'était ma grand-mère, qui était mon père, c'était mon oncle. C'est arrivé en France où ma grand-mère me dit tiens, c'est ton père, tiens, c'est ta mère. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour assimiler ces nouveaux mots qu'on venait de me dire oui, c'est ton père, c'est ta mère. Tu évoques aussi le rôle de ta marraine, Marie-Laure. Je la chéris, cette dame. J'ai tombé. Elle a eu un rôle très, 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 très important dans mon adolescence. La période où j'étais à la recherche de moi-même, la période où j'étais à la recherche d'un père, la période où j'étais en perdition, on va dire. Elle est arrivée dans ma vie sans me parler. Elle a mis les structures qu'il fallait pour que j'ai cette impression de me sentir bien. Un logement, son oreille, c'est-à-dire l'écoute, sans le jugement, sans hausser le ton qui aurait pu me dire que je suis toujours entouré que de la même chose. Les gens qui veulent toujours prendre le dessus. Alors que sa simple présence a été un bienfait de dingue, comme ma grand-mère, quoi. Pour moi, ma marraine et ma grand-mère n'ont été qu'une seule et même personne. Des personnes qui m'ont permis de commencer à tracer ce chemin. J'ai souffert de l'absence du père. Je l'ai moins ressenti par rapport au fait d'avoir eu ma grand-mère et ma marraine. Ma marraine, elle est intervenue au moment où ça collait pas trop entre ma mère et moi. Je ne sentais pas cet amour. Ma marraine me l'a ramené, cet amour. Tu parles aussi de ton père dans cet ouvrage. Il y a un épisode aussi qui est super marquant et je pense traumatisant, tu vas nous le dire. C'est lorsque tu ne supportais plus que ton père frappe ta mère et que tu prennes un couteau justement pour essayer de la défendre. Et ça va m'amener aussi à une deuxième question. C'est comment est-ce que dans un schéma familial aussi compliqué, avec un manque de repères, de la violence, un amour maternel mais qui ne vient pas forcément de ta mère, comment est-ce qu'aujourd'hui, père de 5 enfants, tu réussis justement à peut-être pas reproduire les mêmes erreurs et à être amour pour tes enfants? C'est pas difficile en réalité. C'est pas difficile parce que je me souviens ce que moi j'ai subi. Je me souviens comment j'ai souffert de l'absence de mon père. Je me souviens comment j'ai souffert de la violence de mon père. Pour moi, il était impossible, inimaginable, je dirais, à reproduire les mêmes choses que lui faisait. Reproduire, ne serait-ce qu'une petite once de ce qui pouvait lui appartenir, pour moi, je l'aurais vécu comme un échec. Comment, à 13 ans, ou même avant, à 13 ans, c'est le moment où j'ai agi. Mais il rentrait déjà dans ma tête depuis l'âge de 11 ans. C'est-à-dire me prendre, me ramener voir ses putes, pendant que le gars il est en train de niquer, moi je suis assis dans un canapé à l'heure où un gamin est censé être sur un banc d'école, tu rentres, tu vois ta mère en train de couper le poulet, en train de nettoyer la viande, tu comprends pas pourquoi elle se range un coup de pompe dans la gueule, alors que le mec il sort de sa beuverie, de ses tournées de bar de pute. J'ai envie de dire ça comme ça, tu vois ce que je veux dire. Pour moi c'était ça le mot, tu vois. T'es là, tu comprends pas comment elle peut s'en prendre plein la gueule, et que lui, il arrive.
c'est comme si c'était elle la fautive, tu vois. Ta caisse, tu prends. Et le jour de trop est arrivé où j'ai pas supporté. Et le couteau, il était à côté de moi. J'ai pris le couteau avec un élan d'orgueil. La force m'a animé. Je suis arrivé avec ce couteau, je l'ai mis à travers la gorge. Mais au fond de ma tête, je me disais aussi que, à mon âge, même si je lui rentrais le couteau, je risquais rien déjà. J'étais déjà trop jeune, premièrement, et de deux, il y avait des conséquences pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait des conséquences. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas réfléchi et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et ma mère m'a aidé derrière. Elle s'est alliée à ma révolte. C'est-à-dire, à deux, on s'est senti plus fort. Et à partir de ce moment-là, je l'ai dégagé de la maison. Aujourd'hui, tu as encore contact avec ton père? Et je l'ai enterré pendant que j'étais en prison. Ok. C'est-à-dire, la juge je pense que il va y revenir, mais je l'ai enterré pendant que j'étais en prison. C'est-à-dire, j'étais en prison quand il est mort, et la juge m'a demandé si je voulais le voir pendant qu'il était malade. J'ai pas trouvé autre chose à dire que je pense que c'est la meilleure des choses qui puisse lui arriver, quoi. Sa maladie qu'il est en train de crever, quoi. Je vois pas ce qu'il m'avait apporté. Je voyais pas l'intérêt d'aller le voir ou d'aller à son enterrement ou quoi que ce soit. Il méritait pas ma présence. Voilà. C'est dur ce que je vais dire, hein. Mais je pense que certains enfants qui ont pu avoir un parcours plus dur que le mien, j'estime pas que mon parcours d'enfant a été si dur que ça, parce qu'il y en a qui peuvent en vivre bien plus. Moi, je l'ai accepté parce que il a fallu que je l'accepte. Mais je ne me voyais pas être à ses côtés. Après cette enfance compliquée, tu rentres dans le banditisme, alors de manière progressive, et tu rencontres un certain papy. C'est qui ce papy? De manière progressive, Progressive, une manière. Voilà. Ouais, de manière progressive. C'est plutôt par inadvertance. Par inadvertance. Il n'y avait rien programmé, il n'y avait rien de décidé. C'est la main de Dieu, comme on dirait, qui est venue, qui m'a pris, qui m'a déposé. Et ça a fait son chemin. Le papy, il est arrivé une fois que j'avais rencontré telle femme. Le papy, pour moi, je ne savais pas qu'il existait. Je connaissais même pas, je savais même pas qui il était. C'est la rencontre de telle femme qui nous a amenés à ce papy. Et qu'est-ce qui t'a apporté ce papy? Mais sans mentir, j'ai toujours, non, c'est pas que j'ai toujours, je suis toujours à la recherche, j'ai toujours été à la recherche de ce père que je n'ai pas eu. Je pense que ce papy a été assez fort pour voir à travers mes yeux que je recherchais la fidélité. Je suis quelqu'un de très fidèle en amitié, tout ça, et je recherchais ce côté paternel. Et il me l'a amené à notre rencontre. Il a su me donner les mots, il a su m'apporter cette stabilité amicale. En me donnant les mots, comme quoi il sera toujours là. D'ailleurs, tu l'évoques dans le livre, tu disais « Je cherchais chez les hommes beaucoup plus âgés que moi ce que je n'ai pas eu avec mon père. J'étais toujours en quête de cette putain de reconnaissance paternelle. » C'est bien dit ça. Ouais. Comment on dit ça? Ah ouais. Ouais, alors. Non, mais c'est vrai, j'ai toujours été attiré par les hommes plus âgés que moi, parce que par rapport à l'absence du père. Mais pas dans le sens où c'est une recherche paternelle, une stabilité. C'est-à-dire être assis à côté de lui, qui puisse me conseiller, qui puisse me diriger, qui puisse me changer de ma trajectoire. Mais rien à voir avec papy. Papy, il était dans un autre milieu quand j'ai fini par le savoir. Mais j'aurais été jusqu'au bout pour lui. Parce que je commence à l'apprécier, je commence à l'adopter en tant que père de substitution. Et donc, c'était quoi les crimes Lui, papy, c'était un proxénète. Pas le proxénète qui obligeait la femme ou qui
qui séquestrait la femme, c'était une forme de protecteur. C'est-à-dire, il proposait ses services à ces femmes-là sous une forme de sécurité. C'est toujours du proxénétisme. On va pas changer les termes. Mais il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de violence physique, psychologique ou tout autre. C'était un échange de bons procédés. Je te protège, je mets autour de toi tous les ingrédients qui puissent faire en sorte que toi, tu puisses t'épanouir dans ton domaine. C'est-à-dire, ta prostitution, je vais faire en sorte que tu sois protégé derrière. Ok. Voilà. Et lui, il m'a pris sous son aile comme son lieutenant. Dans un deuxième temps, il y a ta vie de braqueur qui rentre en jeu. Raconte-nous un peu cette vie, comment est-ce que ça a commencé et comment ça s'est terminé aussi. C'est comme je dis souvent, des fois, il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Je suis dans une voiture avec des amis et je me mêle d'une conversation. Non pas qu'ils ne me regardent pas, on est en train de parler d'un truc. Mais j'aurais dû fermer ma gueule. Mais rentrer dans une conversation comme ça et de dire... Même moi, je l'aurais mal pris. Un gamin qui vient comme ça et qui me balance que ce que moi j'ai fait, c'était de la merde, qu'il aurait fait mieux que moi. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à des gens plus âgés que moi qu'ils étaient en train de se vanter de leurs méfaits passés, comme quoi c'était des braqueurs chevronnés qu'ils ont fait les mises ni les coups partout. Et je me suis permis de leur dire que ce qu'ils ont fait, c'était de la merde. Parce que pour moi, c'est de la merde. Dès qu'il y a de la violence quelque part, c'est de la merde. Et ils m'ont pris au mot. Ils m'ont mis l'arme sur mon portable en me disant, ben, au lieu d'ouvrir ta gueule, montre-nous ce que tu es capable de faire. Et ça y est, la machine était lancée. C'était soit je ferme ma gueule, soit je vais jusqu'au bout. Et j'ai été jusqu'au bout, j'ai pris l'arme, je suis sorti de la voiture. Il y avait une banque juste en face, même pas à 10 mètres. Ils ont avancé la voiture. Je suis rentré, au bout de 15 minutes, je suis ressorti, je l'ai braqué. Sans coup de feu, sans violence, sans rien. C'était important pour toi de ne pas mettre de violence. Toujours. Pourquoi? Parce que j'estime que ces personnes-là n'ont rien à voir avec ce que nous, on est en train de faire. Après, je ne sais pas si c'est propre à moi parce que je ne suis pas quelqu'un de violent. C'est-à-dire, je vais chercher à tempérer pour ne pas avoir à regretter un mot ou à regretter l'action. Dans tout, je prends sur moi. Je vais prendre au moment où je vais parler, au moment où je vais agir. Ça a été longuement, ça a été mûri. C'est-à-dire, je sais. C'est pas après, je vais revenir et je vais dire, oh, si j'avais su. Le si j'avais su, c'était faisable de le faire avant. La balance. Oui, non, oui, non. C'est pas une fois. Moi, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie quand on demande à quelqu'un. Ça ne regarde que moi. Hein. Mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme d'hypocrisie quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu regrettes? Oui, je regrette, mais non. Tu avais la possibilité, tu avais le choix, le libre arbitre d'aller ou de reculer. Tu l'as fait le truc. C'est trop facile pour moi de dire je regrette. C'est pour ça que je n'ai jamais eu à m'excuser de mes actions parce que je les ai faites. Je n'ai pas braqué une banque, j'en ai braqué 11. Comment je peux m'excuser après avoir braqué 11 banques? La seule chose que je peux faire aujourd'hui, c'est chercher à faire en sorte que mon entourage ou ceux que je côtoie n'arrivent pas sur le même chemin que j'ai pu prendre. Moi, je m'excuse, il y a une forme d'hypocrisie dedans. Tu as gâché la vie de la banquière. Certaines sont traumatisées. Tu as envoyé pas mal de séquelles à des gens. Comment tu peux t'excuser? Hein? Tu ne peux pas t'excuser de tes actions. Tu peux t'excuser du fait du traumatisme qu'ils ont subi. Fais en sorte que ce genre de choses n'arrive pas à d'autres personnes. Sur ton chemin, si tu peux redresser la barre d'un enfant ou un autre, voilà ce qu'il faut faire. Au fur et à mesure que tu te professionnalises, si j'ose dire, dans le monde du braquage, comment ça vient cette professionnalisation et est-ce que c'était devenu addictif quelque part en quelques minutes, gagner autant d'argent, qu'est-ce que tu ressentais? Addictive, oui, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir ce que je voulais. Parce que le moteur, le départ de tout ça, c'était la mort. J'ai pas eu les couilles de prendre l'arme, de me le mettre sur la tempe.
C'est pas dans mon tempérament de prendre une arme et de le tourner vers quelqu'un. Je me suis dit, mais tout ça, que tu puisses bien situer tout ça, c'est les braquages. Le moment où je rentre dedans, c'est que je sors d'un divorce. Ce qui peut être pour toi bénin a été pour moi le petit grain de sable qui est venu niquer toute une mécanique en moi. C'est là qu'on peut dire que chaque tête, chaque esprit, et que l'être humain ne réagit pas pareil sur chaque chose. On est d'accord, tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire, là où moi j'ai pété un pont sur un divorce, toi, tu l'aurais peut-être pris avec le sourire et tu serais passé. D'accord? Mais j'ai voulu en finir parce que j'ai accepté un divorce. Je ne me suis pas battu pour retenir la personne. Parce qu'il n'y avait pas à se battre. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne te bats pas pour la retenir. Soit elle reste, soit elle part. J'ai fermé ma gueule. Après, je suis tombé dans une dépression. La dépression, c'est une maladie. C'est une maladie, la dépression. Il faut mettre la main dessus. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est quelque chose à la légère. Ça ira mieux demain. Non, ça ira pas mieux demain. On est frères, toi et moi. Je suis malade, tu le verras pas. Tu n'es pas objectif. Ça sera toujours ça ira mieux demain. Ça ira pas mieux demain. Si quelqu'un de l'extérieur ne vient pas mettre le doigt sur ce que j'ai. J'ai trouvé personne à qui parler. Alors, je suis tombé dans ma dépression et je suis parti en guerre contre moi-même parce que j'avais envie de mourir. C'est comme ça que je suis rentré dedans. Il n'y avait pas à la fois du gain, il n'y avait rien du tout. Je cherchais juste à mourir. Ok, donc ton objectif premier, c'était la mort. Tu le disais dans le livre, c'était de sortir de cette foutue banque et d'être criblé de balles par un Voilà. Mais pour ça, il faut faire le mouvement avec l'arme. Faire comme si j'allais dégainer. Et pour que tu puisses bien situer le truc, c'est que c'était des armes factices que j'avais. C'est pas des vraies armes. Ce qui veut dire, toujours dans ma thématique, j'en veux à personne, moi. Moi, je suis là pour moi. Je suis là pour aller chercher ce que je veux. C'est mourir. C'est pas sortir mon arme, allumer les gens. Mon arme était un truc en plastique. Je pouvais faire du mal à personne. Personne. Voilà, comme ça, je mettais la vie de qui que ce soit en danger. Voilà. Mais j'ai pas eu ce que je voulais. Au bout de la première, la deuxième, la troisième, là où tu parles de professionnalisme, moi je parle de... J'ai envie de dire que je baissais les bras. Je baissais pas les bras. Je le voulais, cette mort. Mais elle n'arrivait pas. Et elle n'arrivait pas, mais on peut croire, on peut penser que je me professionnalisais dans le fait que mes actions étaient différentes. Ma façon de procéder était différente. Je devenais de plus en plus calme. Mais je devenais de plus en plus dangereux aussi. Parce que quand tu rentres dans une banque et tu as un sang-froid aussi énorme que celui que j'avais, c'est clair que face à toi, la personne, elle est décontenancée, elle a peur. Parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des gens un peu énervés, un peu speed. Non, dans la vie de tous les jours, comme je te l'ai dit, je suis toujours calme. Mais c'était pareil sur des braquages. Un ton bien en deçà, calme, toujours tranquille. J'étais pas là pour m'en prendre à qui que ce soit. Donc le professionnalisme était en fait une volonté en fait d'embrasser plus vite la mort en fait. Plus vite la mort. Ok. Et elle n'arrivait pas. Plus je l'attendais, plus elle s'éloignait. Et plus elle s'éloignait, et puis je commençais à comprendre que c'était pas mon chemin. Qu'il fallait que j'arrive à comprendre comment le jeune homme vivant, sportif, aimant la vie, festif, est en arrivé là. C'est pas moi ça. Comment du sportif, de l'ambianceur, le bout en train, j'en arrive à aller braquer des banques. Même quand je dois me battre avec quelqu'un, si je peux lui dire qu'il a gagné, je vais lui dire qu'il a gagné. Sauf si lui, il insiste. Je suis toujours là à chercher à... Non, ça ne me ressemblait pas. Il fallait que j'arrive à comprendre pourquoi j'en étais tombé là. Et j'avais hâte qu'on me mette la main dessus. Justement, ça me permet de rebondir sur ton arrestation et la prison. Merci, de rien. Comment ça s'est passé et est-ce que ça a été... Je connais déjà la réponse parce que tu l'évoques dans le livre, mais
Est-ce que ça a été un médicament pour toi, la prison? Ça a été libérateur? Au contraire, tu t'es jamais senti aussi libre en prison? Et ça me fait penser à une phrase de Mike Tyson qui disait ça, qui disait que en prison, il était ruiné, il a tout perdu, mais il s'est jamais senti aussi libre en prison. Est-ce que c'était ton cas, toi? Ah, c'est tout à fait ça. Pourquoi? Est-ce qu'on a l'impression qu'on vient de gratter un petit ticket et qu'on vient de voir que l'augmentation de la vie, elle a augmenté? On est sorti de la merde qu'il y avait à l'extérieur et on rentre dans un autre endroit où on peut penser que c'est encore plus la merde, mais c'est cet endroit-là qui va nous permettre de vivre plus longtemps. De vivre plus longtemps. Parce qu'on est séparés, on est coupé. On est coupé de la maladie qu'on avait, nous, à l'extérieur. Et on est rentré dans un endroit pour soigner. On est rentré à l'intérieur pour se soigner. Ça va être dur. C'est sûr et certain que ça va être dur. C'est sûr et certain que ça va pas être facile. Mais on est mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur, à ce moment précis. Parce que être enfermé en prison, je ne le souhaite à personne. Parce qu'on n'existe plus, on n'a plus une identité, on n'a plus rien. On devient juste un numéro d'écrou. On n'a plus d'humanité, on n'a plus rien du tout. C'est-à-dire la personne qui pense que c'est l'endroit où il faut être, ou c'est l'endroit où il faut passer pour être connu, pour être accepté, non. Par contre, je préfère prévenir n'importe quel gamin que c'est pas un endroit pour lui, c'est pas un endroit pour personne. Mais pour toi, c'était nécessaire. Pour moi, c'était un mal nécessaire. C'était pas nécessaire, un mal nécessaire. C'est pas pareil. Parce que tu m'as posé une question tout à l'heure. C'est moi qui me suis livré. Tu as lu les livres, tu sais que je me suis livré. Oui, bien sûr. Je me suis livré de moi-même. Pourquoi je me suis livré? Pas parce que j'avais un chiffre. Le million, ça n'a rien à voir. C'est comme je te l'ai dit, je ne comprenais pas que je puisse avoir cette place. Rentrer dans une banque, braquer, repartir comme si de rien n'était. Quand tu sais que l'autre, il a souffert, ça fait 10 ans qu'il souffre pour réunir ce que moi je prends en quelques secondes. Il y a tout ça qui commence à rentrer dans ma tête. Tu vois? Et je commençais à ressentir ce besoin. Je commençais à être fatigué en fin de compte. Ouais, j'étais fatigué. Il y avait une forme de fatigue. De fatigué. Et je me sentais seul. Et je commençais à comprendre que je me sentais manipulé par l'extérieur. En lisant le livre, j'ai essayé de comprendre le fil conducteur en fait de tout ça. Et pour moi, tu me diras ce que tu en penses, c'est la dépression. Qu'est-ce que toi, tu penses de la dépression qui souvent dans nos quartiers est cachée, invisible, qu'on met ça sous prétexte de t'es fragile, c'est pas normal, relève-toi, on n'est pas comme ça, les Renois, les Rebeux. C'est quoi ton idée là-dessus? Est-ce qu'il faut démocratiser le fait de parler justement de sa dépression? Ah oui, mais la dépression, pour moi, c'est une maladie. C'est pas un jeu. C'est une maladie. Et il faut que le gouvernement puisse mettre la main dessus parce que la dépression est une maladie. N'importe qui, à partir d'un certain âge, peut tomber en dépression. On n'a qu'à prendre les gamins qui sont à l'école. La dépression vient du fait qu'ils sont... comment ça s'appelle ce qu'ils subissent à l'école, là, déjà, c'est... Harcèlement? Le harcèlement. Le harcèlement scolaire t'emmène à une forme de dépression, d'où, tu vois, ces gosses se suicident. Une mère de famille vivant seule avec ses enfants peut tomber en dépression. Parce qu'elle a l'impression qu'elle est vouée qu'à ça, que sa vie ne tourne qu'à ça, qu'elle devient la boniche qu'elle s'oublie qu'elle n'est plus là pour elle. La dépression, elle peut arriver de n'importe quelle façon et pour n'importe quel conseil. Je ne sais même pas comment trouver les mots parce que pour moi, la dépression, c'est quelque chose de réel. Elle tue.
elle t'emmène à te tuer, elle t'emmène à te suicider. C'est pour ça que il ne faut pas négliger autour de soi, quand vous avez des gens qui gravitent autour de vous, vous voyez des petits changements. Pour ça, je te remercie énormément de me parler de ça, pour qu'on puisse vraiment appuyer sur ce point-là, parce que pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce mot dépression. Ne pas hésiter quand un changement au niveau d'une amie. Des fois, c'est pas de la coquetterie, c'est pas une lubie que vous voyez un changement, ah, t'as changé, non. Si vous n'avez pas l'habitude de l'avoir comme ça, cherchez à vous intéresser. Pourquoi le silence du jour au lendemain, la personne qui parlait, qui était un orateur de dingue, et du jour au lendemain s'est muté dans un silence. Des fois, c'est les signes à Vancouver. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de petits trucs et ça peut t'emmener à te foutre en l'air. Moi, j'aimerais que ça soit vraiment bien reconnu, la dépression. Est-ce que tu penses qu'elle est aussi omniprésente dans nos quartiers? À l'heure d'aujourd'hui, oui. Nos parents, ils avaient une vie 15 fois plus dure que nos femmes aujourd'hui, on va dire. On est d'accord? Ah oui. Nos parents c'était des femmes et des pères de famille solides. J'ai envie de te dire que la dépression, elle n'arrivait que maintenant. Justement, qu'est-ce qu'elle explique qu'elle est aussi omniprésente aujourd'hui comparée à avant? C'est quoi Parce que cette génération, elle est devenue faible. par rapport à? Elle est devenue faible. Moi, je dis qu'il y a une faiblesse qui s'est incrustée. Une faiblesse et une facilité. Les réseaux sociaux, c'est tout ça. Ça, c'est un point que j'aimerais aborder aussi. Ben oui, les réseaux sociaux. Les gens, ils prennent plus le temps de se courtiser dans la rue. Tout est fait derrière un écran. Tout est fait derrière ceci. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une forme de dépendance quelque part. C'est-à-dire, on ne se cherche plus. On a l'impression que tout est déjà là, tout est acquis. Et le jour où on perd cette acquisition, il y a tout qui s'effondre parce que on a tellement été entouré de ces belles choses-là. Mais moi, j'ai fait d'expérimentation justement de couper tous les réseaux pendant 4 mois. Et je te jure que ça m'a redonné justement l'envie tu sais, de faire des choses simples, juste d'aller me promener, de passer du temps avec mes parents, plus de temps avec mes amis. Et c'est aussi pendant ces 4 mois-là que j'ai eu l'idée de créer ce média-là. C'est parce que, alors c'est un peu contradictoire parce que c'est en même temps un média digital qu'on retrouvera sur les plateformes, mais c'est en même temps pendant mon introspection, ces 4 mois où je me suis retrouvé vraiment avec moi-même, que j'ai dit non, là il faut faire quelque chose et que je vois trop mes frères et sœurs de cité sombrer dans des choses futiles et nivelées par le bas malheureusement. Mais c'est vrai que les réseaux, pour moi, c'est un des vecteurs, si ce n'est le vecteur principal de la dépression dans nos quartiers. Alors, je parle des quartiers parce que c'est un peu le thématique de notre chaîne, mais c'est vrai que ça peut s'adapter à tous les milieux en vrai. Ils sont déconnectés de la réalité. Moi, j'ai instauré et j'ai installé chez moi, on mange à table, tous ensemble. Il n'y a pas de quelqu'un va prendre son plat ou j'ai pas faim maintenant. On mange ensemble. Le soir, on mange ensemble, on est là, il n'y a pas de portable à table, il n'y a rien de tout ça. Parce que j'ai ce besoin de faire en sorte que mes proches puissent être connectés par le naturel. On va se mettre un petit film le week-end, tous ensemble, tous dans la même pièce. Il n'y a pas de je vais regarder un film là-bas. Non, 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 non. Parce que je sais les dégâts que ça peut faire. Je limite même le temps de passage sur les réseaux à mes propres enfants. Parce que je veux qu'ils puissent rester connectés. Non, non. Le réel, c'est nous. L'irréel, c'est là-bas. Et à force de trop s'imprégner de leurs trucs, ils finissent par croire que c'est la même chose dans la vraie vie. On les voit dans la vie de tous les jours, au niveau des agressions. Ils n'ont pas peur d'aller agresser qui que ce soit. C'est une fois que l'agression est finie qu'ils réalisent qu'ils ont gâché leur vie. D'accord? Et être à 15 pour aller agresser une personne, pour moi, ces 15-là, c'est 15 personnes qui regardent les mêmes réseaux sociaux. Ils ne regarderaient pas les réseaux sociaux, ils seraient peut-être plus réalistes, plus pragmatiques dans leur façon de faire.
Bah, transition toute faite, hein. Tu évoquais ta famille, on va parler des choses un peu plus joyeuses. Dans ton livre, tu évoques une deuxième histoire d'amour après ton divorce. Une fameuse Aïcha, alors je suppose que c'est pas le vrai prénom de la personne en question. Est-ce que tu es toujours avec cette Aïcha? Parce que justement, tu n'évoques pas le fait que tu as été séparé ou pas. Donc on aimerait bien savoir, est-ce que tu es toujours avec cette femme? Oui, Aïcha, c'est Asma. Ok. Voilà. C'est qui Asma? C'est la mère de mes enfants. Ok. Celle qui partage ma vie. Oui, je suis toujours avec elle. Et elle a ce rôle où elle doit tout gérer, hein, mon absence. Ouais, elle gère tout, elle est là, il n'y a rien à dire, hein, on va rien lui reprocher. Hein. Elle est parfaite. Parfaite, non. Je dirais pas parfaite. Hein. Ouais. Je trouverai toujours des défauts Tout le monde, toi. à une femme parce que j'estime. On a toujours cette impression qu'elle n'est pas à notre image, mais c'est là le bonheur de la vie humaine. C'est de pouvoir avancer, de toujours chercher à vouloir corriger un petit truc. La perfection n'a pas sa place. Parce qu'il faut aller chercher. La perfection, c'est l'imperfection. Ouais, voilà. Mais là, elle gère les enfants, elle gère tout ça. Et comment ta famille, donc ta femme et tes 5 enfants, c'est ça, t'aident au quotidien? En quoi c'est devenu un Ils m'aident moteur? pas, moi. On s'aide. Ok. On s'aide. On est beaucoup dans le dialogue. J'ai des enfants qui s'intéressent beaucoup à ce que leur père a pu faire. S'intéressent beaucoup ils sont attentifs à ce que leur père va pouvoir dire. Parce que j'ai remarqué qu'ils se basaient beaucoup sur le nom que leur père a. Et je ne peux pas me permettre aujourd'hui de salir ce bagage que j'ai. Et j'ai besoin de réparer beaucoup de choses que j'ai pu faire pour pouvoir améliorer leur avenir à eux. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans mes décisions, dans mes actes, ben, tout est fait, tout est pris en fonction de mes enfants. Parce que je vois la fierté dans leurs yeux, et pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Ce que je n'ai pas eu, je vois que je l'ai à travers eux, mais je le travaille pour qu'ils puissent toujours être fiers de moi. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'eux ils puissent souffrir de ce que j'ai souffert. C'est-à-dire que je suis toujours là pour eux, je serai toujours là. Quoi. Et il n'y a pas de manuel. C'est comme ça. Ils n'ont rien demandé, juste à ce qu'ils soient en mesure de s'envoler seuls. Je suis là. Demain, chacun a pris son envol, chacun est chez soi. C'est plus pareil, c'est autre chose. Mais je serai toujours là. Mais ceux qui sont là, les plus petits, ben, ils ont besoin d'un exemple. On parle souvent aussi du futur, comme un futur qui est anxieux, angoissant, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Est-ce que toi, tu as peur pour tes enfants? Non. Je n'ai pas peur pour eux. Je pense que si je tombe dans une forme de peur pour eux, je le vivrai mal et chaque fois qu'ils seront à l'extérieur, chaque fois qu'ils ne seront pas à côté de moi, je serai en train de m'inquiéter. Et ils vont vivre avec leur temps, ils doivent vivre le changement, ils doivent tomber, ils doivent se relever, ils doivent pleurer, ils doivent rire. J'ai pas peur. J'ai pas peur pour eux. On va parler un peu spiritualité, Tito, si tu le permets. De quelle confession es-tu? Musulman. Musulman. Je suis né chrétien, converti à la religion musulmane. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette conversion? Comment est-ce qu'elle est venue et en quoi elle t'a aidé peut-être pendant ton parcours et en quoi elle t'aide toujours aujourd'hui à être une meilleure personne? Je sais pas comment dire ça, Non, moi, ça ne regarde que moi. Ah, t'as le droit de ne pas répondre. Je ne me sers pas de la foi pour avancer. La foi, elle est là.
Je ne prends pas une excuse de la foi pour faire ci, pour faire ça. La foi, elle fait partie de mon identité actuelle. Elle fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Elle fait pas partie de ce qui fait avancer. C'est pas ce qui fait bouger mon pied, mon bras. Non. J'ai ma force personnelle qui doit venir d'Allah. Mais j'avance parce que je dois avancer. Je ne me sers pas d'une foi pour me dire heureusement qu'il y a l'islam pour ci, pour ça. Non. J'ai pas j'ai pas cette discussion en moi de me dire que tout ce que je fais doit être guidé par l'islam. L'islam, c'est ma religion, c'est ce que je pratique. Mais c'est mon moteur à moi, ce sont mes enfants, ce sont mes convictions personnelles qui sont pas liées à l'islam. Tu vois ce que je veux dire? S'il faut débattre de la religion, je vais débattre de la religion avec quelqu'un, mais s'il faut débattre de politique, je vais débattre de la politique avec quelqu'un d'autre. Mais en aucun cas, pour moi, je mélangerai les deux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mes idées politiques comme j'ai mes idées religieuses. Ok. Tu vois? Ok. Une des maximes de Mais je ne prends pas l'islam. C'est-à-dire, si je dois me battre avec quelqu'un, je ne vais pas me dire, ah, je ne vais pas me battre avec lui parce que je suis un musulman. Tu comprends ce que je veux dire? Je dois me battre parce que, soit je dois me battre parce que je dois sauver ma peau, ou soit il en va de ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je n'irai pas emmerder quelqu'un parce que... Après, je sais pas si je peux le rattacher. Par contre, la religion m'empêcherait d'aller emmerder quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je suis pas là pour aller emmerder mon prochain. Ça m'amène cette forme d'amour, par contre. Tu vois? Mais n'enlève pas la haine qu'il y a en moi. Si je suis sous l'effet d'une colère, elle ne va pas me la retirer. C'est ma colère. Mais elle m'empêchera d'aller faire du mal. Je réfléchirai 2 fois avant d'aller faire du mal parce que je vais me dire que dans le Coran, il n'est pas dit de faire ci, de faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Une des maximes de notre chaîne, c'est de troquer la médiocrité pour l'excellence. D'accord. Déjà, est-ce que toi, tu as fait le constat que dans nos quartiers, il manque cette volonté d'être excellent et que souvent, on est un peu attiré par ce qu'ils nivellent par le bas? Toi, quel est ton regard sur la question? Moi j'ai cette impression de t'entourer de... Cette génération, elle est remplie de gamins avec une forte, remplie de compétences. Ça, c'est sûr, ouais. Elle est remplie de compétences. Il y a un vivier énorme. Mais j'ai cette impression qu'on fait tout pour les diriger ailleurs. Qu'on ne veut pas... Par exemple, je vais prendre l'exemple de ma ville. On a un vivier énorme, on a des gamins bobiniers, on a des gamins avec des compétences, qui puissent être rappeurs, qui puissent être danseurs, couturiers ou quoi que ce soit. On ne va pas leur donner la possibilité de pouvoir exceller dans leur domaine. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ça vient d'où? J'ai pas envie de dire que ces gamins-là se mettent dans une victimisation qui les empêche d'aller chercher ce qui pourrait les sortir de là où ils sont. Mais on les a formatés, on les a déjà formatés pour leur faire croire que là où ils habitent, leurs origines, tout et tout, n'est pas fait pour les qualités qu'ils avaient. On va les diriger sur un autre truc. C'est-à-dire le gamin, il va grandir, il va naître avec des capacités que tôt ou tard, il va finir par mettre entre parenthèses, il ira faire quelque chose d'autre qui n'était pas propre à lui-même. Est-ce que c'est les dirigeants, ceux qui dirigent ces communes, ces villes, s'ils sortaient un peu de leur bulle et qu'ils pensaient moins à leur poche et plus à ces gamins-là,
il y aura peut-être beaucoup plus de choses à faire. Moi, je le vois, il y a des gamins qui viennent me voir. Je vois, ils ont des capacités. Je vois qu'ils ont des possibilités. On ne les aide pas. Ce qui va amener que on n'a pas aidé l'autre, on n'a pas aidé l'autre, on n'a pas aidé l'autre. On finit par former un groupe qui va baisser les bras. Ce groupe-là reste dans un hall et finissent par faire les mêmes conneries. Il est là le truc. On n'a pas un groupe d'emmerdeurs. Hein. On a un groupe de gamins capables à qui on a fait croire qu'ils étaient incapables. C'est tout simplement ça. Je pense que c'est une conjugaison de deux choses. C'est-à-dire, d'une part, il y a certes de la victimisation, où on se dit, bah ouais, c'est pas fait pour moi, non, là-bas, si je On fais les a amenés à penser comme ça. Voilà, mais c'est ça que je disais, c'est que de l'autre côté de la pièce, on les a aussi formatés. On leur a dit, non, ça, c'est pas fait pour toi, n'y va pas, etc. Donc, je pense que quand tu joins les deux, ça fait justement des gamins qui sont un peu perdus, qui n'osent pas, qui se victimisent et qui disent, bah, je vais pas le faire tout simplement et que moi, je suis fait pour rapper ou jouer au foot, enfin, des choses qu'on voit un peu tous les jours. Mais analyse bien que ce gamin-là, à qui on l'a mis dans une position de victimisation, dans cette position-là, il se délocalise et il est parfait, il a tout ce qu'il vaut. L'environnement. Voilà. L'environnement, mais moi je l'ai ressenti à un moment donné, que là où tu vis, là où tu résides, là où tu travailles, ne te porte pas plus haut qu'ils sont censés te mettre à l'honneur. Je prends l'exemple de Mouss Diouf. Mouss Diouf, c'est qu'une fois qu'il est mort qu'on l'a érigé en vedette dans ma propre ville, alors qu'il a toujours été là, il a toujours été Mouss Diouf, il a toujours eu le statut qu'il avait d'acteur ailleurs, mais sa propre ville, c'est une fois qu'il est mort qu'on l'a reconnu. J'ai l'impression que dans ta ville où tu vis, il faut attendre d'être mort pour qu'on puisse te remarquer, pour qu'on puisse se souvenir, pour qu'on puisse se dire « Ah ouais, mais au fait, il faisait ci, il faisait ça. » J'écris des livres, je suis comédien, ma vie ne m'a jamais proposé quoi que ce soit. Et pourtant, ils savent que j'ai le potentiel de pouvoir gérer un service théâtral, de mettre certaines choses en avant, mais ils ne m'ont jamais proposé quoi que ce soit. Mais j'ai eu des propositions d'ailleurs. Mais c'est valable pour toutes les villes, tous les quartiers. Le problème qu'on est en train de mettre en avant, il est propre à tous les quartiers. Tous les gosses vivent les mêmes choses. Chaque mot, chaque mot, c'est pareil dans tous les quartiers pour moi. Le gamin, il vit les mêmes problèmes que ce soit dans notre. Dès qu'il sort de quartier pour aller dans un autre, il sera mieux. Et vice-versa, ça sera pareil. Ah, c'est vrai. Ça sera pareil. On va parler un peu de tes projets. On sait que tu fais pas mal d'humanitaire et d'autres projets aussi politiques, si tu veux bien en parler. Alors, pour l'humanitaire, raconte-nous un peu. Tu étais récemment au Sénégal. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Raconte-nous. Au niveau humanitaire, j'ai toujours eu ce côté dans mon cœur, ce côté partage. Ce côté où je coupe mon morceau de pain pour le donner. C'est avec mon association. J'ai toujours agi, même seul, mais là, il y a certaines choses que je ne pouvais plus faire seul. Et je me suis associé à Oumma et Rama, qui agissent dans divers pays. Ils ne choisissent pas un pays pour en dénigrer un autre. On les sollicite, on leur fait comprendre qu'il y a un problème dans tel pays. Ben, ils prennent le dossier en main. Ils vont chercher à... Si dans un village, il y a tel souci, tel problème, ils vont faire en sorte de prendre contact, de connaître les besoins, tout ce qui manque. Et une fois qu'on a rassemblé le tout, une fois qu'on a ramené le tout, eh ben, à ce moment-là, avec Oumma et Rama, on peut partir dans le pays, dans le lieu dit, et subvenir aux besoins du nécessiteux. Voilà. Okay. Et moi, pour moi, ça a bien fait parce que
Dernièrement, avec Oumaï Rama, on est parti au Sénégal pour soigner un enfant qui était atteint de la maladie de la Lune. La maladie de la Lune, c'est le soleil qui brise, qui tue toutes les cellules de ta peau et qui t'emmène sous une forme de cancer. Et pour que cet enfant puisse avoir un petit semblant de vie, il lui faudrait une combinaison, il lui faut pas mal de choses. Maintenant, il faut pouvoir agir en temps et en heure. Là, je ne le vis pas comme un échec. Parce que l'enfant qu'on avait commencé à soigner, mais il est mort, il n'a pas tenu la chimio, tout ça. Mais j'espère qu'on lui a permis quand même de vivre quelques mois, quelques jours un peu plus heureux. Mais c'est vrai que l'humanitaire, c'est quelque chose qui doit rester dans le cadre de tu fais et fin. C'est pas quelque chose que moi j'aime mettre en avant. C'est pas quelque chose. Je me réjouis quand j'agis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas quelque chose. C'est pas comme si j'allais parler de mon livre. Parler de mon livre, c'est oui, j'ai fait un livre, j'ai fait ci. J'aime bien me la raconter, mais je me la raconte pas sur l'humanitaire. Ouais, c'est quelque chose. Tu fais et après, voilà. Ok. Tu vois, moi, c'est comme ça. J'aimerais aussi savoir, donc tu nous l'as dit au début de l'interview, tu es originaire d'Haïti. Quel lien avec Haïti, d'ailleurs, grosse force aux Haïtiens qui vivent des moments très très compliqués. Toi, qu'est-ce que tu as encore comme lien avec cette île? Mes racines, hein. Je suis né là-bas déjà d'une, mais je suis très haïtien dans ma tête. Je suis très haïtien culinairement. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, la conjoncture, tous les problèmes, tout le coup d'État qu'il y a empêche une partie de la population haïtienne de descendre chez eux. Et parce que c'est le pays, c'est catastrophique, c'est par des dizaines et des millions de morts. Et c'est vrai que j'ai un lien fort. Mais ce lien fort, il est arrivé après le tremblement de terre Mathieu. J'ai vu dans quel état ça avait mis mon pays. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'y aller au moins 2 ou 3 fois dans l'année. Mais c'est vrai qu'Haïti, je le porte dans mon cœur. Haïti dans mon cœur, l'Algérie dans mon cœur, la France dans mon cœur. Ok. Voilà. Pourquoi l'Algérie? C'est ma femme est algérienne. Ok. Et tu y vas aussi souvent? Bientôt. Ok. Bientôt. Ok. Inch'Allah. 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 Tito, tu as la volonté de t'engager politiquement, notamment dans ta ville, Bobigny. Parle-nous un peu de cette volonté de t'engager en politique. Au début, j'ai envie. C'était parti sous une forme de blague. Comme d'hab, en fait. Le braquage, voilà. tout c'est des moi, blagues. Je toujours à la base. Je te l'ai dit, moi, à la base, je suis un bout en train. Ok. Ça part d'une blague. Oui, t'as vu, je vais me présenter. Et après, je sais pas pourquoi, je balance ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que si je me présentais, ça ferait quoi? Et je vois que la mayonnaise, elle prend. Je vois que les gens ils me laissent des messages. Certains me disent que, à voter pour un maire, autant qu'on vote pour quelqu'un comme toi, tout en sachant que tu as été un braqueur de banque. Alors qu'on vote pour des gens, ils viennent, ils nous braquent, mais ils font rien pour nous. Tu vois, c'est une façon de parler. Ils tombent dans l'autodérision. C'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui me tient à cœur dans le sens où j'ai grandi à Bobigny, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai pleuré, j'ai saigné. Je respire Bobigny, je vis Bobigny, c'est chez moi. Et je me reconnais plus en cette ville. Je retrouve plus le vivre ensemble du noir, de l'arabe, du chinois, du juif. Ce vivre ensemble qu'il y avait avant, il n'est plus là. Les portes sont fermées quand tout avant était ouvert. Quand toi, tu voulais un morceau de sucre, il te suffisait de venir chez moi, je te le donnais. Quand il y avait l'échange d'assiettes de ton plat, et l'échange de mon plat de chez moi. C'est plus ça. C'est chacun est chez soi et Dieu pour tous. Un exemple qui me vient en tête, mais elle est dur cet exemple. Ma voisine est décédée chez elle sans que personne ne sache.
Elle a beaucoup, malheureusement, ça. De plus en plus. Hein. Elle est jeune, tout. Elle a fait une crise cardiaque. Ben voilà. C'est une semaine après qu'on a su qu'elle était morte. Comment? L'odeur, tout ça, cela, il n'y a pas ça. Voilà. Avant, c'était pas comme ça. J'ai besoin de retrouver ces valeurs qui nous étaient propres à nous-mêmes. Le gamin enfermé dans un hall à longueur de journée, alors qu'il peut être sur un banc d'école en train de travailler. Il faut reprendre. Il faut tout reprendre et tout redonner aux habitants. Le premier maire, pour moi, ce sont les habitants. Ce n'est pas le maire qu'on a élu. Pour moi, ce sont les habitants. Et là, jusqu'aujourd'hui, j'ai fait des maires. Et à part celui qu'on a perdu qui est mort, M. Birsinger, il n'y en a pas un qui lui arrive à la hauteur. Il n'y en a pas un qui lui arrive à la hauteur. Et moi, j'ai ce rêve de l'imiter et de l'égaler. On a l'impression d'être dans une ville dortoir. Les gamins, ils sont là, ils doivent supplier pour un BAFA, ils doivent supplier pour un stage au collège. Mais non, j'ai l'impression que certains prennent la mairie pour un distributeur ou pour un plan épargne. Mais ils ne viennent pas pour faire le job en lui-même. Moi, quand je dis moi, je parle de moi dans ma façon de voir les choses. Hein. Je rêverais être celui, avec le parcours qu'il a eu, et arriver à faire en sorte... c'est laisser une trace. J'ai fait telle connerie, je suis arrivé là où je suis, mais j'ai aussi la capacité d'être ce maire, d'être le maire des habitants, d'être le maire de celui qui pourra rassembler. Ok. Voilà. Très bien. Ben, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. C'est l'aventure politique. Merci beaucoup. On va finir par une dernière question. Alors, la devise de la chaîne, c'est « Les cités dorment, mais réveillons-les pour les transformer en cités d'or ». Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que pour toi, les cités de France peuvent se transformer en cités d'or avec l'excellence comme vecteur? Ou alors pour toi, c'est perdu d'avance? Non. Moi, je suis pas adepte de ça. Pour moi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je vais aller plus loin. Ma force, je la puise dans quoi? Je suis en bonne santé. J'ai ce qu'il faut. Je fais mon petit sport. Je mange, j'ai une voiture. Mais il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui vont mourir. Il y a des gens qui sont victimes de ci. On a des gens autour de nous qui seront prêts à payer pour être là où on est. Comment on peut dire où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de souci? Pour moi, c'est un manque de respect pour tous ceux qui aimeraient être à notre place et se battre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, moi. Mais qui va me dire que je ne peux pas le faire? Tant que je respire, je suis en santé, j'irai. Parce que je me dois de... C'est comme un exemple, on me dit, ouais, quand je vais manger, ouais, tu manges trop. Lève, s'il te plaît, mon ami. Je connais des gens qui ne peuvent pas manger à satiété. Mais je mange pour ces gens-là, moi. C'est une forme de respect. Respecte ceux qui ne peuvent pas. Retrousse-toi les manches et va te battre. Mais qui a dit jusqu'à ton dernier souffle? Parce que le jour où la lumière elle sera sur le point de s'éteindre, je ne te souhaite pas de dire si j'avais su ou je regrette de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça. Je vais me battre jusqu'au bout, moi. Jusqu'au bout. Voilà. Tu vois? J'espère avoir répondu à ta question. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci Tito. Merci à toi de m'avoir invité. C'était top. Et j'espère pouvoir me retrouver face à toi. Non, d'autres. pareil, merci beaucoup. Merci.